Détendez-vous. C'est normal d'avoir mal. Vos tests sont normaux. Vous pleurez, Vous êtes trop riez, jeune pour avoir des ça laisse problèmes dans hormones. votre tête. Ça laisse hormones. L'horloge tourne. Ça laisse hormones. Ça va passer. C'est sûrement dans votre tête. Bonjour, je suis Amandine Mousset et je vous accueille sur le podcast So Over It, qui vous parle de santé des femmes et de leur parcours de soins. Vous entendrez ici des professionnels de santé et du soin, avec qui on parlera de thématiques souvent invisibles dans la société. Par ces échanges, j'espère que vous vous sentirez informée, confiante, déculpabilisée et rassurée pour pouvoir avancer sereinement dans votre parcours de santé, qu'elle soit physique, psychique ou sociale, et y trouver les soins que vous méritez. Vous n'êtes pas seul. Ici, il n'y a aucun tabou. Bienvenue dans cet épisode de So Over It, le podcast qui donne corps à la santé des femmes. Aujourd'hui, on aborde un sujet à la fois intime et universel, les douleurs pendant les rapports sexuels. Vulvodynie, dyspareunie, vaginisme, ces mots sont encore largement méconnus, alors que 8 à 22% des femmes souffrent de douleurs lors des rapports pénétratifs. Pourtant, combien de fois ce sujet est-il abordé en consultation médicale ? Comment peut-on soulager ce qu'on ne peut pas nommer ? Pour ouvrir la parole et offrir des clés de compréhension et de soins, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chloé Dacruz, kinésithérapeute spécialisée en pelvipérinéalogie, sexologue et autrice de Love ta vulve. Avec elle, nous allons explorer les différentes causes de ces douleurs, comprendre en quoi le périnée joue un rôle central et surtout rappeler ceci. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal, et oui, on peut et on doit consulter. Chloé, bienvenue. Je suis trop contente que tu nous rejoignes sur So Over It. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis trop contente d'être là. Je suis hyper heureuse qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Je sais que tu en parles largement sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je t'ai connue. Et c'est hyper important parce qu'on en parle très peu. Déjà, la douleur féminine est un grand tabou. Mais alors en plus, les douleurs intimes, sexuelles, c'est encore plus tabou. On mélange l'anatomie féminine et la sexualité féminine. Donc c'est hyper compliqué d'en parler. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir aborder plein de choses ensemble. Oui. Et je voulais qu'on puisse un peu en savoir un peu plus sur toi, ton parcours et ce qui t'a amené à travailler sur ces sujets-là. Avec plaisir. Alors, moi, je m'appelle Chloé Dacruz. Je suis kinésithérapeute et sexologue clinicienne. Je suis l'autrice du livre Love ta vulve, retrouver une sexualité sans douleur, qui est paru l'année dernière chez Hachette. Et je crée aussi du contenu sur Instagram depuis quelques années, sur un compte qui s'appelle Love ta vulve, où je parle justement de comment retrouver une sexualité sans douleur, essayer de se soigner du vaginisme et des douleurs pendant les rapports. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis spécialisée très progressivement dans le soin des douleurs vulvaires et périnéales, qui concernaient les troubles sexuels féminins. C'est-à-dire que je m'occupe des personnes qui ont des douleurs pendant les rapports, ce qu'on appelle les dyspareunies, des personnes qui souffrent de vaginisme, et aussi d'autres douleurs de la vulve et du périnée, comme les vulvodynies, qui sont des hypersensibilités vulvaires, dont on parlera un petit peu après. Et en fait, au départ, j'étais formée de manière assez générale. J'ai fait de la kiné classique. Et j'ai fait une formation de périnéo en me disant que ça allait peut-être me servir un jour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, ça m'a de plus en plus plu. Mais non seulement ça, c'est que je suis tombée sur des femmes qui souffraient de douleurs au toucher pelvien ou carrément qui n'étaient pas à l'aise. Enfin, je l'ai senti, mais je ne connaissais rien du tout sur ces sujets-là à l'époque, parce que la formation classique de périnéo, c'était vraiment autour des troubles urinaires et du postpartum, donc pas du tout sur les douleurs. Moi, j'y connaissais vraiment rien. Et finalement, je suis tombée dans un cabinet où j'ai travaillé dans le 11e arrondissement à Paris. Et les filles étaient spécialisées, mes collègues, sur ces troubles-là. Donc, grâce à leurs conseils et surtout grâce à mes patientes, je me suis formée progressivement, en vrai, un peu sur le tas, même si après, j'ai fait des formations complémentaires. Et en m'occupant d'elles, en me renseignant, en réfléchissant par moi-même, comment les aider. Et encore une fois, avec des conseils de ci, de là, je me suis vraiment spécialisée sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, je travaille uniquement en cabinet et je m'occupe de soigner les femmes et les personnes avec une vulve en rééducation du périnée pour leur faire conscientiser et surtout leur faire prendre conscience et relâcher leur périnée et être plus à l'aise dans leur sexualité en passant par le soin de leur douleur. Et oui, parce qu'en fait, ce qui est assez dingue, c'est que dans les cursus classiques, déjà l'anatomie féminine ne fait pas partie du cursus général, c'est vraiment une volonté de se spécialiser sur tout ce qui est périnée.
Et en plus, on est très orienté postpartum, périnatalité, quand on parle de périnée, et on parle assez peu de périnée dans d'autres cadres. Et dans la vie des femmes, c'est vrai, c'est souvent le moment où on entend parler de son périnée pour la première fois, c'est la grossesse, avec la peur de la déchirure, la peur de l'épisio, et puis après, la peur de ne plus avoir de continence. Et donc, du coup, c'est une volonté individuelle des soignants de vraiment se spécialiser sur ces sujets-là. Exactement. Et puis, moi, j'aime beaucoup travailler sur ces sujets-là. Je savais que... Bon, en vrai, je savais même pas que je voulais faire de la rééducation dans ma vie, et encore moins de la rééducation du périnée, mais c'est un sujet qui porte, c'est un sujet qui est important parce qu'il y a peu de personnes qui connaissent tous ces troubles-là. Et plus on en parle, plus les personnes ont aussi envie de se faire soigner. Et quand, j'espère, elles entendent des personnes qui en parlent avec bienveillance, ça les pousse à consulter parce que la douleur, c'est pas normal. Normaliser la douleur, c'est pas bon pour le corps puisque la douleur n'est pas bonne pour le cerveau ni pour rien du tout d'ailleurs. Et c'est important de savoir qu'il y a des solutions et que parfois, rencontrer une personne peut permettre d'en rencontrer d'autres qui sont spécialisées, qui connaissent. Donc voilà, moi, via mon Instagram, j'essaye de pousser les personnes à consulter pour qu'elles puissent se soigner et bénéficier d'une vie comme tout le monde et d'avoir une sexualité qui leur convient, une sexualité qu'elles choisissent et surtout pour leur plaisir, sans se forcer pour les autres ou pour être dans les normes de la société. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi un autre sujet, c'est de se rendre compte que c'est pas normal d'avoir mal pendant les rapports. Pour beaucoup de femmes, c'est ce qu'elles ont toujours expérimenté. Et donc, ça apparaît comme étant un classique du rapport de, ça fait un peu mal. D'ailleurs, on parle souvent du premier rapport, genre, t'auras un peu mal, ça va saigner, nanana, tous ces mythes-là. Et donc, du coup, on intègre que le rapport peut être douloureux. Et ça met du temps avant de prendre conscience que c'est pas normal, parce que c'est extrêmement tabou, donc personne n'en parle. À ton avis, pourquoi ça reste tabou ? Déjà, je tiens à souligner que ce qui est terrible dans le fait de dire que les premiers rapports sont douloureux, c'est qu'après, on se dit que c'est normal que ce soit douloureux. Donc moi, j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir après des années de rapports douloureux parce qu'elles se sont dit que c'était normal, parce que peut-être elles avaient un petit vagin, parce que j'en sais rien, mais c'est vrai que les rapports font mal, les règles font mal, tout fait mal. À un moment, si la douleur, c'est normal, ça sert à quoi que j'aille consulter ? Ouais. Donc voilà, c'est vrai que la santé des femmes, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est mis à mal depuis des années. Le patriarcat est passé par là et vraiment depuis très, très longtemps. Ce sont des sujets tabous qui sont aussi conditionnés par parfois des cultures, des religions. Je reçois beaucoup de femmes, beaucoup de patientes qui attendent le mariage pour avoir des rapports. Et c'est vrai que souvent, je leur explique, parce qu'effectivement, il y en a qui ont trouvé leur sexualité sans pénétration, par exemple, avant le mariage. Mais quand ce n'est pas le cas, en fait, tu passes de rien à tout. Et donc, d'un coup, à 25-30 ans, tu dois avoir un rapport avec pénétration parce que c'est bon, tu as le droit maintenant, tu es marié. Alors, chacun ses choix, évidemment. Hein, on n'est pas là pour stigmatiser ou faire des amalgames. Mais comme c'est des cas de personnes que je retrouve souvent en séance, je tiens à en parler. Parce que c'est vrai que quand tu ne t'autorises pas à te regarder, quand tu ne t'autorises pas à te toucher, quand tu ne t'autorises pas à explorer ton plaisir avant, ça fait beaucoup d'un coup. Et tu te retrouves avec des blocages comme le vaginisme. Et voilà, c'est quelque chose qui est emprunt. Et même dans le cas où tu n'es pas forcément dans les tabous, parce que j'ai pas mal de patientes qui me disent moi, je ne comprends pas, jamais eu de violence. Moi, ça va dans ma tête, parler de sexualité à mes copines, pas de problème et tout. Sauf que, oui, mais en fait, la sexualité, c'est quelque chose qui se construit depuis l'âge de 3 ans. En fait, le moment où on sait qu'on a une vulve, un pénis, qu'on commence à un petit peu s'en préoccuper, de manière inconsciente, notre sexualité se crée, notre rapport à notre intimité se crée. Et souvent, je fais une métaphore, c'est que j'explique à mes patientes que la vie, c'est comme un livre avec des pages qu'on tourne, qu'on écrit, etc. Et puis, certaines pages, elles vont être, crochetées par le fait d'avoir des souvenirs positifs ou négatifs. Mais en fait, c'est des pages qu'on va oublier. Et c'est vrai qu'à certains moments, à des moments un peu triggering, des moments qui vont nous rappeler, ces pages, hop, elles vont réapparaître. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cerveau, beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient. Et ça, c'est une partie du cerveau que beaucoup de personnes soit ne connaissent pas, soit n'admettent pas. Mais c'est vrai que quand je dis, oui, mais c'est dans votre inconscient, c'est des choses
que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas forcément le souvenir, mais qui ont pu avoir forcément un impact sur votre sexualité d'aujourd'hui, votre manière dont vous vous appropriez votre corps, dont vous interagissez avec l'autre personne. Donc voilà, c'est vrai que je sais plus d'où je suis partie. Mais... Non, mais c'était hyper intéressant. Et tu as parlé plusieurs fois du terme de s'approprier son corps, de le découvrir, etc. Et c'est vrai qu'aussi dans les raisons, je pense, du tabou, c'est qu'on manque d'éducation. Normalement, on est censé avoir des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle en France. On voit que dans les chiffres, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, tu parlais à partir de 3 ans, on découvre son anatomie, etc. Dans la réalité des faits, l'anatomie masculine est extrêmement décrite, dessinée. On la voit partout. Les vulves, les clitoris, etc. On n'en voit pas tant que ça. Ça commence. C'est représenté dans les manuels depuis peu de temps, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un gros manque de connaissance de l'anatomie des femmes. Et je suis tombée sur une stat que j'ai trouvée absolument hallucinante. 36% des femmes connaissent trop mal leur anatomie pour situer et décrire la douleur qu'elles ressentent. C'est une médecin qui a fait une thèse là-dessus, sa thèse de médecine générale. Elle s'appelle Sabine Lannes, ou Lannes, je ne sais pas si j'écorche son nom, qui est sortie en 2021. Et je trouve ça hyper intéressant aussi de se dire, on a ce manque de découverte de soi et qui, du coup, forcément, quand on connaît moins son intimité, c'est plus compliqué d'explorer sa sexualité librement. Bah, ça, c'est certain. Hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'études sur ça. Mais il y a plus, à mon avis, de 50% des femmes qui n'ont jamais regardé leur vulve dans un miroir. Donc, à partir de là, et c'est ce que j'explique aussi à mes patientes, c'est comment voulez-vous partager une zone que vous n'avez vous-même jamais vue, que votre corps n'a pas forcément intégré, qui n'est pas réalisé dans votre schéma corporel. Le schéma corporel, c'est la manière dont on voit son corps dans l'espace. Donc voilà, moi je le dis, et après chacun fait comme il veut, mais la base, c'est de regarder sa vulve dans un miroir. Et moi, je le fais, j'avoue, tous les jours ou presque. Enfin, avec mes patientes, j'ai toujours un petit miroir à côté pour leur montrer, pour leur expliquer. Et voilà, typiquement, la semaine dernière, je l'ai fait avec différentes patientes. Et il y en a une qui avait l'impression qu'elle avait une boule. Et en fait, c'était son gland du clitoris. Il y en avait qui ne mettaient pas la crème au bon endroit. Donc moi, je suis attendrie. Et en même temps, je suis là, c'est vrai que... à quel point c'est caché, à quel point c'est tabou, à quel point on ne s'autorise pas à, premièrement, se regarder pour mieux se connaître. C'est vrai que s'approprier son corps, pour moi, c'est la base. Et malheureusement, du fait de ces blocages, conscients ou inconscients, les personnes n'y pensent même pas, en fait. Oui. Moi, on me dit, j'y ai jamais pensé. Et même, moi, j'ai regardé un spectacle d'une humoriste, pour pas la nommer, Florence Foresti, il n'y a pas longtemps, qui m'a vraiment estomaquée parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je la trouvais géniale. Je sais pas ce que tu vas me dire, mais moi aussi, j'ai un truc qui m'a choquée dans son spectacle. À un moment donné, elle parle des vulves, justement. Et c'est moche. Et elle dit, c'est moche, ça me dégoûte. Elle parle de dégoût. Ça m'a choquée, cette phase. Elle dit, je comprends pas cette obsession des féministes à vouloir dessiner des clitoris, des vulves. Moi, les vulves, ça me dégoûte, machin. Et je me dis, waouh, c'est difficile, quoi, oui, comment veux-tu avec cette audience-là de véhiculer ce genre de propos sur les vulves, parce que du coup, je trouve que ça participe à cette problématique. Et quand on voit les statistiques, en fait, ça la regarde, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit l'ampleur de la portée qu'a eu ces propos-là, qui ont été relayés sur des grandes chaînes nationales, sur les réseaux sociaux, sur les audiences qu'elle a, et qu'après, on voit que ça se traduit vraiment factuellement dans le parcours de soins et le parcours de santé. Bien sûr. On se dit que c'est quand même dommage de ne pas utiliser sa voix pour au contraire, avoir un impact positif sur le quotidien des femmes. Ou mal l'utiliser. Tu vois, typiquement, moi, je ne l'ai même pas regardé son spectacle. J'ai juste vu passer ça sur les réseaux et j'ai vu les commentaires genre « Ah, moi aussi, je trouve ça moche et cela. » Mais allez, s'il vous plaît, aidez-nous. Faites un petit effort. Soit tu dis rien, mais tu dis pas... ça, perpétuer une image négative du corps féminin comme ça, c'est terrible, quoi. Puis en tant que femme, c'est dur, quoi. Déjà, c'est une zone qui fait peur, qui est inconnue, qui est cachée la majorité du temps. Tu vois, tu disais, le pénis est plus représenté, etc. Déjà, le pénis, c'est extérieur. Ça se voit, c'est facile. Les organes génitaux féminins, majoritairement, sont à l'intérieur. Et tout ce qu'on peut voir, c'est pas si grand que ça. Et puis, il faut ouvrir, et puis il faut partir à la recherche. Quand les patientes, elles me disent qu'elles ont regardé leur vulve, je leur dis, mais vous avez ouvert entre les lèvres internes ou entre les petites lèvres, comme on appelait ça. Et beaucoup de fois, non.
tu vois. Donc, et c'est pareil, excuse-moi, mais le clitoris, les recherches récentes, elles datent de 98, quoi. Ah ouais, et puis c'était pas dans les manuels avant, il y a 2019. Ouais, c'est ça, c'était très récent. Ouais. 2019, donc c'est terrible. Enfin, je veux dire, tu m'étonnes qu'on dessine pas des clitoris sur les tables des écoles, en fait. Mais vivement, heureusement qu'il y a des associations ou des groupes comme le gang du clito, enfin voilà, qui vendent des images trop sympas sur le clitoris. Là, je sais pas si tu as vu à l'accueil ici, là, donc on a la Cité Audacieuse, et à l'accueil, tu as des planches d'anatomie du clitoris, justement. Ah non, j'ai pas vu. Je trouve ça super chouette. Donc, tu as ce truc d'éducation où, à la fin, on nous apprend à être dégoûté de notre anatomie, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, à surtout pas regarder ce qui se passe ou à la connaître. Donc, le dégoût, c'est une émotion forte très forte. Qui ressort beaucoup en séance. Mais heureusement, ça se travaille. Il faut savoir que le dégoût, les filles, ça se travaille. T'as quand même des films d'horreur qui font genre les vagins avec des dents qui attaquent les hommes. Enfin, t'as quand même des trucs autour de l'anatomie féminine qui est extraordinaire. Quoi, tu vois, je dis, c'est quand même... c'est pour voir ça. C'est quand même assez dingue. Donc, t'as ce truc-là de manque d'éducation. Dans le pire des cas, on t'amène à te dégoûter de ton anatomie. Dans le meilleur des cas, je suis d'accord. À ne juste pas le connaître. Tu regardes sur les réseaux, on se fait censurer à tout va. Franchement, c'est très dur de faire de la santé sexuelle aujourd'hui. Comme moi, tu parles beaucoup de santé féminine et moi aussi, je suis beaucoup censurée. Pas officiellement. Oui, moi non plus. Par contre, personne ne voit tes posts, quoi. Enfin, il y a un truc... Ouais, c'est ça. Les stories, c'est pareil. Des fois, j'en ai 800, des fois, j'en ai 150. Enfin, bref. Et tu sais que quand t'as le mot règle ou douleur ou des trucs comme ça, ça dévisse. Et puis, tu dois écrire les mots n'importe comment. Enfin, bref, c'est une parenthèse, mais c'est hyper important. C'est dur de voir que t'es pas aidé dans la société sur ces sujets-là. Heureusement qu'on fait des podcasts comme ça où la parole est libre et des articles où parfois c'est plus libre aussi, des blogs, etc. Les newsletters, tous ces petits mouvements de résistance, quoi, en vrai. D'ailleurs, j'ai aussi fait un site internet qui est lovetavulve.fr où je parle... Qu'on mettra en référence du podcast. D'ailleurs, je parle de tout ça, en légende, on met toujours plein de ressources pour puis après vous réorienter dans votre parcours de santé, consulter des ouvrages pour continuer à creuser les sujets, savoir où trouver des soignants spécialisés, etc. Donc, il y aura, comme d'habitude, en légende, toutes ces ressources-là, dont toi, tout ce que tu crées aussi, qui est hyper important. Merci. Et puis, au-delà du manque d'éducation, quand la femme prend conscience, ou la personne à vulve, évidemment, quand on va dire les femmes, ça englobe évidemment toutes les personnes à vulve, prend conscience qu'il y a un souci, que c'est pas normal d'avoir mal, et qu'elle prend son courage de main et qu'elle va consulter, là aussi, l'accueil n'est pas forcément bon, n'est pas forcément bienveillant. Je tombais sur une étude de 2024 de l'Université de Washington. 6 femmes sur 10 qui consultent pour des douleurs pelviennes chroniques sont vues gaslightées. C'est-à-dire qu'en gros, on leur a dit que leur ressenti n'était pas réel, qu'il n'y avait rien. Et 20% étaient réorientés en psychiatrie, sans aucun traitement médical. Donc, c'est d'une violence inouïe, quoi. Oui, c'est sûr que c'est terrible. Enfin, moi, je reçois des patientes qui ont vu 3... 5, 6 gynécos et je ne sais même pas, plein de personnes différentes. Enfin, c'est dur, quoi. Après, tu te décourages. Après, tu n'as plus confiance dans le professionnel soignant. Ensuite, moi, franchement, quand je les reçois, elles ont vu beaucoup de personnes parce que la kiné, c'est après les médecins déjà. Donc, quand tu as fait plusieurs médecins pour essayer de trouver ce que tu as vu peut-être une kiné avant moi. Et en plus, il te faut une ordonnance. Tu ne peux pas y aller comme ça de toi-même en kiné. Oui, bien sûr. Tu as besoin d'une ordonnance. Après, parfois, j'ai des patientes qui m'ont juste trouvé et qui viennent me voir et je leur fais faire une ordonnance après coup. Okay. Par exemple, oui, voilà, si vous trouvez quelqu'un de spécialisé que vous pensez que cette personne peut vous aider, allez la voir avec ou sans ordonnance. Dans tous les cas, si vous en avez une, vous vous ferez rembourser par la suite. Mais c'est vrai que voilà, c'est dur et surtout, c'est la confiance après qui est rompue. Et moi, je mets plusieurs semaines avant que les personnes me fassent confiance. Et ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles le traitement est long. C'est 15 à 25 séances, parfois plus. C'est des mois et des mois de rééducation. Donc au bout d'un moment, le courant passe et tout se passe bien, elles sont contentes, elles progressent. Mais c'est vrai que les premières séances, c'est pas les plus faciles et tu te mets à nu et t'es nu avec ta douleur. Enfin voilà, c'est pas évident. T'es extrêmement vulnérable et puis effectivement, moi je vois beaucoup de femmes qui sont en rupture avec le parcours de santé parce qu'elles ont été exposées de multiples fois justement à du gaslighting, à des violences médicales, moi je comprends, à la négation de leur douleur et du coup elles ont du mal à faire confiance. Pour ça qu'il faut savoir qu'il y a quand même des personnes spécialisées. Tous les gynécos ne sont pas spécialisés dans tous les troubles dont on va parler aujourd'hui, que ce soit les dyspareunies, le vaginisme, l'endométriose ou les vulvodynies. Il y a des personnes qui connaissent tel et tel problème. C'est pas tout le monde, donc n'hésitez pas à creuser ouais. Et pas vous laisser avoir par c'est dans votre tête ou aller voir un psy. Enfin voilà. Et c'est en ça qu'on bénit le travail des associations de patientes, des assos qui font des annuaires
pour référencer les pros safe, spécialisés sur les sujets. Bien sûr. Que l'onglet formation dans Doctolib est ultra intéressant aussi parce qu'on peut creuser si les gens se forment régulièrement ou pas, ou s'ils sont restés sur leur dernier diplôme. Encore faut-il qu'ils mettent à jour, évidemment, mais... Encore faut-il lire les présentations Doctolib, parce que même des fois, j'ai des hommes qui viennent, pour vous dire... Non, mais ouais, faut lire les présentations, regarder les formations, c'est ça sûr vaut le coup, c'est des important. indications. Et on mettra les annuaires en ressources aussi, vous pouvez trouver des pros de santé spécialisés. Exactement. Et étant donné qu'on sait que de nommer les choses, c'est déjà commencer à comprendre et pouvoir du coup prendre en charge les problématiques, moi je voulais revenir sur une donnée que tu as mise dans ton livre, que j'ai trouvée hyper intéressante. Tu as fait une recherche Google, tu as regardé sur Google les recherches, les requêtes. Oui. Et donc tu as douleur pendant les rapports sexuels, c'est 23 800 000 recherches. Oui, donc oui. Le terme qui n'est pas le terme médical. Et par contre, quand on cherche dyspareunie, qui est le terme réel de cette problématique, il n'y a que 191 000 recherches. Et je trouve que ça montre bien qu'on ne sait même pas de quoi on parle et du manque d'infos. Donc je pense qu'on va prendre un petit peu de temps pour nommer les choses et expliquer les différences pour que du coup, chacune qui écoute ce podcast et qui soit potentiellement concernée puisse se réorienter de façon efficace en fonction de sa problématique. On va beaucoup parler aujourd'hui de dyspareunie, vulvodynie et vaginisme. Les trois sont souvent un peu confondus. Des fois, ça se mélange, les problématiques, des fois pas du tout. Et donc, du coup, les prises en soins sont complètement différentes. Donc, est-ce que ça te va si on parle un petit peu de ces trois sujets et que tu puisses un petit peu les expliquer, les nommer et faire un peu de pédagogie là-dessus ? Bien sûr, bien sûr. Alors, tout d'abord, justement, ce que tu disais, les douleurs pendant les rapports, en fait, ça s'appelle des dyspareunies. Dys, c'est douleur, il me semble, et pareunie, c'est l'accouplement, ou oui, je pense que c'est ça. Donc, des douleurs pendant les rapports. Ça englobe tous les types de douleurs pendant les rapports. Ça peut être des sensations de brûlure, de tiraillement... Ça peut être des sensations quand même, peu importe les sensations, qu'elles soient douloureuses, c'est pas normal. Elles peuvent être pendant ou après la pénétration, superficielles et ou profondes, parfois il y a les deux. La majorité des cas, c'est des douleurs superficielles quand même à l'entrée du vagin. Donc si c'est que à l'entrée, c'est quand même pas normal, parce que parfois on me dit oui, mais moi c'est juste à l'entrée et après ça va. Non. Justement, le périnée, c'est à l'entrée. Si ça se contracte devant ou si c'est gênant devant, c'est qu'il y a un problème. C'est pas après. D'ailleurs, si on met du temps à se détendre, c'est pareil. C'est peut-être qu'il y a un souci au niveau de son périnée ou autre. Voilà, faut vraiment pas normaliser ça. Et on parlera du périnée après. On reviendra un peu dans le détail sur ce périnée dont on entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Ouais, on prendra le temps d'en parler aussi. Complètement. Et aussi, il faut savoir que ça peut être depuis le début des rapports ou secondaire à une ou des causes physiques ou psycho-émotionnelles. Donc ça, c'est pour les dyspareunies. Donc dans les causes des dyspareunies, on peut avoir la vulvodynie, qui est un inconfort vulvaire chronique de plus de 3 mois. En gros, tout ce qui est chronique, c'est quand ça dure. Et chronique, c'est à partir de 3 mois. Sous la forme, le plus souvent, de brûlures au niveau de la vulve. Mais ça peut aussi être des picotements ou des démangeaisons. C'est la pathologie vraiment où les médecins vont vous dire « vous n'avez rien, mademoiselle », car il n'y a pas de lésion visible, en fait. Et c'est ça qui peut entraîner une errance médicale de parfois plusieurs années, parce que quand tu n'as rien physiquement, tu n'as rien, quoi. Ouais. Non, ça ne se passe pas comme ça, et on expliquera un petit peu pourquoi tout à l'heure. Mais beaucoup de patientes ont vu plusieurs pros de santé avant d'en trouver un qui a pu leur donner leur diagnostic. Et je reçois aussi beaucoup de patientes qui souffrent de vulvodynie et qui viennent avec des antécédents de mycose et ou de cystite à répétition. Ça, c'est énorme, les statistiques des mycoses et des cystites. Pas normal, et surtout si c'est post-rapport. Donc, comment on sait ? Il faut faire des examens. Pour les mycoses, c'est des prélèvements vaginaux. Pour les cystites, c'est des ECBU. Et si vous en avez plus de 3 à 5 par an, c'est que c'est à répétition. Okay. Donc, si c'est des vraies mycoses, il y a des traitements. Pour les mycoses, c'est des traitements oraux sur 6 mois, parce que les ovules à répétition, c'est pas toujours bon. Ça détruit la flore vaginale. Pour la flore, donc il y a d'autres formes de médicaments, vraiment des médicaments par voie orale. Et pour les cystites, c'est pareil, il faut faire attention. Si c'est post-rapport, souvent, je dis, parce que voilà, j'ai pas du tout la science infuse, mais ce que je retrouve souvent au cabinet, c'est dû à des périnées hypertoniques quand même. Parce que, en fait, la brûlure devient mécanique. Quand c'est serré et que ça frotte vers l'urètre, à la fin du rapport, ça brûle quand on va faire pipi. Et il n'y a rien aux examens ECBU, du coup. Alors, ECBU, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un examen ECBU ? Alors, un examen ECBU, c'est quand on fait une analyse d'urine. OK. Et pour voir quel germe peut être... Donc, c'est une analyse d'urine. Exactement.
Et donc, ce qui se passe, c'est que aussi pour les cystites, les personnes prennent du monuril, boivent, je ne sais pas quel... Des antibiomonuril. Oui, c'est ça, pardon. Du jus de canneberge à tort et à travers. Enfin bref, il peut y avoir d'autres causes que ça. Et surtout, quand vos problèmes sont post-rapport, faut essayer de penser à toutes ces autres choses parce que les vulvodynies, et c'est ça qui peut porter à confusion, parfois elles peuvent être spontanées, c'est-à-dire pas forcément provoquées. J'ai des patientes qui ont des brûlures, des démangeaisons, des gènes toute la journée. Quel enfer. Par pic ou de manière constante. Et ça, c'est la forme la plus inconnue de vulvo ou vestibulodynie. En fait, on a vulvodynie, vestibulodynie et clitoridynie. Ça dépend de la localisation de la douleur ou de l'inconfort. Donc, petite leçon d'anatomie. Petite leçon d'anatomie. Je dis inconfort parce que parfois, les personnes ne se plaignent pas forcément de douleur, mais elles sont gênées. Ouais. Et donc, faut rappeler qu'on n'est jamais rien censé sentir en bas. Donc, au niveau du clitoris, au niveau du vestibule, donc juste au niveau l'entrée. du vestibule, au niveau de la vulve globalement. Donc, la douleur, je répète, elle n'est jamais normale et on n'est jamais censé sentir d'inconfort en bas. La différence avec le vaginisme, c'est que le vaginisme, ça va être une impossibilité partielle ou totale de pénétration vaginale due à une contraction involontaire des muscles du périnée, involontaire et réflexe, et souvent inconsciente, qui viennent resserrer en fait le vagin. C'est pas le vagin qui se contracte ou qui est fermé, c'est le muscle qui se contracte autour du vagin. Il faut dissocier l'organe du muscle, et c'est ce que je répète souvent quand je fais mes petites séances d'éducation à l'anatomie. Donc voilà, ça bloque et parfois on peut quand même avoir une pénétration, mais elle est pas partielle, pas complète ou voilà. Mais c'est pour ça que c'est difficile parfois de différencier le vaginisme partiel de la dyspareunie. Et aussi parfois on dit que en fait le vaginisme ça peut être une forme plus sévère de dyspareunie. Ça veut dire qu'à force d'avoir des douleurs, le cerveau comme il va anticiper la douleur, on va se contracter et à force, on va se contracter en fait presque dans son quotidien. Notre périnée va être plus tendu et on va avoir ce réflexe involontaire jusqu'à plus pouvoir du tout avoir de pénétration. Est-ce que la douleur, tout le temps, j'ai même les vulvodynies, si tu as tout le temps de la brûlure, etc., ça emmène de la contraction musculaire globale et le périnée aussi, du coup. C'est ça, de partout. Donc, dans le vaginisme, on n'a pas forcément de douleur, c'est la particularité, mais c'est vraiment le muscle qui serre tellement fort, en fait, qu'il empêche partiellement totalement la pénétration. Ça peut survenir dès les premiers rapports aussi, de manière primaire, on appelle ça, ou secondaire à une vie sexuelle sans problème. Donc, les causes, c'est généralement psychologique, trauma, inconscient, rapport forcé. Quand je dis ces rapports forcés, ça peut être bien sûr malheureusement des viols, mais je veux dire des rapports où on se force en fait. Ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement comme sujet. Quand on se force, en fait, le corps il se met pas en place pour accepter ou accueillir une pénétration, quoi. Donc voilà. Et de ton, pardon, je te coupe, mais de ton retour clinique, est-ce que tu as beaucoup de femmes qui se forcent alors qu'elles ont mal ? La majorité se force alors qu'elles ont mal. Ça, c'est très, très triste. Mais bon, je les comprends. À un moment, tu as aussi envie d'avoir une vie normale. Mais c'est vrai que c'est un cercle vicieux terrible parce que, en tout cas, ça le perpétue. Parce que si tu as mal, tu vas anticiper la douleur, tu vas te contracter, tu vas avoir mal encore, et ainsi de suite. Et puis ça, si tu continues dans un degré élevé de douleur, en fait, déjà, ton désir, il va s'effacer, il va faire place à de l'anticipation, voire de l'évitement des rapports. Et donc, tout ça, ça va complètement altérer ton excitation. Et à partir du moment où il n'y a plus d'excitation, il n'y a plus de détente des muscles, il n'y a plus de décontraction vaginale, il n'y a plus de lubrification. Donc, à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et voilà, je voulais aussi dire dans les causes psychologiques, il y a tout ce qui est tabou. On parlait de méconnaissance du corps et là, on parlait de peur de la douleur. Mais ça peut être aussi lié à des causes physiques, hypertonie, endométriose, pathologie de la sphère génitale, cancer, postpartum. Il y a plein de causes qui peuvent être à l'origine de vaginisme. C'est un grand mot, mais il ne faut pas qu'il fasse peur. Il faut juste se dire que c'est le muscle qui se contracte par réflexe. Et qu'il y a des solutions, quoi. C'est un grand mot qui fait très peur. C'est genre une grosse contracture musculaire. C'est ça. En fait, moi, j'explique ça. Soit tu as l'hypertonie qui cause le vaginisme, ça veut dire que le muscle il est tout le temps trop tendu. Soit ton muscle, à la base, il est souple. Et en fait, au moment où on l'approche, il se contracte, tac. Et c'est un réflexe. Donc, tu peux avoir aucun autre trouble que celui-là, que le moment où ça se contracte par réflexe, ou alors avoir le côté hypertonique, avec tout ce qui va avec. Tu as un ventre très tendu, tu as des constipations,
Parfois, tu as des fuites urinaires à l'effort. Exactement, ça c'est un faux ami. Les gens pensent que les fuites, c'est de l'hypotonie. Mais l'hypertonie, c'est une dysfonction, comme l'hypotonie. Ton muscle, il n'est pas efficace à partir du moment où il est dans un ou l'autre des sens. Quand tu es trop tendu, après, quand tu veux te serrer pour retenir une envie de faire pipi un gaz suite à un effort, c'est dur. Le muscle, il est déjà en train de se serrer au max. Quoi. Ouais, il essaye, mais il n'y arrive pas. Et du coup, tu as tes abdos qui poussent par-dessus et c'est là que ça crée des fuites. Donc oui, les fuites urinaires, notamment à l'effort, chez les jeunes femmes et qui font du sport, c'est possiblement dû à un périnée hypertonique. Il y a beaucoup de sportifs qui ont des problématiques de fuites urinaires d'ailleurs. Complètement. Mais donc l'important, c'est de savoir qu'on peut s'occuper de tout ça. Il y a des professionnels sensibilisés comme moi et voilà, qu'on peut essayer de vous aider pour trouver des solutions. Et justement, peut-être qu'on peut expliquer le périnée, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde ce qu'est le périnée. On nous apprend, là en ce moment, il y a des contenus Instagram de l'enfer où il y a des influenceuses qui disent suivez mon claquement de doigts, et à chaque claquement de doigts, il faut vous contracter le périnée, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est important d'expliquer le périnée pour que, quand on est face à ce genre de contenu, on puisse se dire « je passe » et qu'on puisse, du coup, consulter les bonnes personnes et vraiment comprendre ce qu'est le périnée. Même dans les cours de sport, il y a des consignes parfois qui ne sont pas du tout adaptées. Oui. Moi, je travaille dans la pratique corporelle, donc je sais que j'ai beaucoup de retours de femmes qui ont des hypertonies et qui ont des douleurs majorées suite à certains cours de sport. Donc peut-être qu'on peut parler un petit peu du périnée pour que ce soit clair et que ce soit pas juste concept un peu flou, un truc dont on entend parler. Et vu qu'on entend beaucoup parler, du coup, on n'ose pas demander exactement ce que c'est au bout d'un moment. Oui, c'est ça. Genre, je sais ce que c'est que le périnée. Bien sûr, je sais ce que c'est le périnée. Mais voyons. Aucune idée. Non, mais ce que tu disais avec les nanas qui font les contractions, là. Ouais. Moi, en vrai, je trouve pas ça si naze. C'est juste que, effectivement, fais-le pour tester. Mais si tu sais pas dans quel état est ton périnée, le fais pas tous les jours, le fais pas plusieurs fois par jour. Fais-le une fois, voilà, tu t'essayes de sentir un petit peu, mais voilà, après fais-toi guider si tu sens que tu en as besoin. La rééducation, c'est chez un pro de santé, quoi. Exactement. Donc le périnée, c'est un muscle qui tapisse le bassin et qui soutient les organes pelviens, mais tout le corps finalement. Donc comme tout muscle, il doit être efficace, c'est-à-dire tonique pour faire ses fonctions du quotidien de soutien, mais aussi de rétention, car il doit être aussi souple pour se relâcher quand on a besoin, notamment pour aller aux toilettes et lors des rapports, évidemment. Donc, lors des rapports, par exemple, l'excitation génitale, ça va entraîner un relâchement de ces muscles qui va faciliter la pénétration. Mais si on anticipe une douleur par peur ou crainte, oui, c'est ça, il va se contracter, ce qui va créer de la douleur. Et le cerveau, finalement, au fur et à mesure, il va se conditionner par l'information sexe égale pénétration égale douleur. Et il va protéger le corps en se contractant. Et d'ailleurs, quand on souffre de vulvodynie, les muscles tendus peuvent maintenir ou augmenter les douleurs, d'où l'importance de prendre soin de sa santé mentale et de sa tension globale. Les souvenirs négatifs ou traumatisants et ou inconscients, car ça en est souvent le cas, font partie des causes de ces contractions involontaires. Donc voilà, le périnée est censé avoir une tension de base et il tourne autour de cette tension. Et on en parlait juste avant, mais trop tendu, c'est trop tout le temps tendu, c'est hypertonique. Trop tout le temps détendu, c'est hypotonique. Donc, pas d'inquiétude non plus. Après l'accouchement, la rééducation, c'est pas non plus hyper difficile. On peut avoir des cas de personnes qui ont des accouchements plus difficiles, des déchirures ou des épisiotomies, voilà. Mais dans la majorité des cas, même pour renforcer le muscle et lui faire retrouver une fonction normale, c'est pas si compliqué. Donc, parce que souvent, parce que souvent, on a peur que quelque chose tombe. Ouais. On serre tout le temps son ventre ou on serre tout le temps son périnée parce qu'on se dit qu'on doit le serrer volontairement pour qu'il soit fort, tonique ou... Oui, puis il y a beaucoup aussi de trucs faut être très tonique, faut être très serré en bas pour le plaisir sexuel des garçons. Exactement. Même avoir le ventre plat, tu vois. Le ventre plat et tout. Donc, du coup, il y a quand même tout un mythe autour du périnée qu'il faut être bien, bien serré. C'est ça. Et donc, les femmes pensent qu'il faut l'engager régulièrement. Il y a le jeu du stop pipi qui a été très... on a été beaucoup exposés à ça. Moi, je suis des années 89 et il y a eu beaucoup de trucs sur le stop pipi, la méthode Kegel. Je regardais des séries télé, ils parlaient de est-ce que tu as fait tes Kegel Puis surtout, pour avoir du plaisir, il faut avoir un périnée tonique. Exactement. Quoi, après, il est vrai que le périnée joue un rôle dans le plaisir bien sûr. Et dans l'orgasme. Bien sûr. Et qui peut d'ailleurs aussi induire des douleurs à l'orgasme. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette interaction entre le périnée et le plaisir sexuel, le périnée et le clitoris aussi, pour que peut-être les femmes puissent comprendre ces douleurs qui peuvent survenir après l'orgasme, qui peuvent survenir pendant l'orgasme, ou des problématiques à atteindre l'orgasme, qui sont peut-être liées au périnée parfois. Une partie du périnée recouvre le clitoris, du gland à ses piliers et à ses bulbes, parce que le clitoris, il a une tête et un corps, on va dire, et son corps, il a 4 bras, 2 de chaque côté,
Il est à cheval sur l'entrée du vagin, donc à l'avant du bassin. Lors de l'orgasme, on va en fait se contracter sur son clitoris pour avoir du plaisir. Et par des stimulations internes ou externes, on peut parvenir à l'orgasme, qui est en fait une hypercontraction musculaire et ensuite un relâchement. Ce qui se passe, c'est que pour commencer, on va parler du périnée hypertonique. En fait, le périnée hypertonique, on l'a dit, c'est pas un périnée qui est finalement si musclé que ça, si efficace que ça. Donc, les personnes vont essayer de se contracter sur un muscle qui est déjà très tendu et elles vont pas forcément y arriver, ou alors elles vont y arriver après un effort incommensurable, mais qui va donner des douleurs dans le bas-ventre et des douleurs au niveau du périnée. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on en parlait. Après, souvent, c'est des personnes qui vont avoir du mal à relâcher quand elles vont faire pipi. Genre, ça va mettre du temps après sur les toilettes. Donc voilà, peut-être que ça va vous parler. Mais sinon aussi, après, il y a toutes les problématiques d'hypersensibilité comme les clitoridynies où en fait, ça va faire mal. Et tu disais, ça fait mal après le rapport, après l'orgasme. Mais en fait, j'ai beaucoup de patientes qui viennent pour des douleurs à l'excitation. Parce qu'en fait, la région douloureuse, elle s'est ciblée là. Et du fait qu'on se tende sur son clitoris, donc sur la région douloureuse, qui est pénétration ou stimulation externe, et qu'on se contracte très, très, très fort, en fait, voilà, ça peut créer ces douleurs-là. Donc, il y a une cause soit musculaire, soit nerveuse, mais s'il y a des choses qui vous ont parlé dans ce que je viens de dire, tant mieux. Et encore une fois, on peut trouver des solutions. Exactement, parce qu'on ne pense pas à consulter pour ça, et surtout pas au niveau du périnée, parce qu'on n'a pas ce mécanisme. Et d'ailleurs, tu parlais du clitoris, de ses bras, etc. En fait, on parle souvent du clitoris à l'extérieur, mais le clitoris, c'est aussi à l'intérieur du vagin. Et ça, souvent, on l'oublie. C'est pas vraiment à l'intérieur du vagin, mais en fait, il est à cheval sur l'entrée du vagin, oui. Recouvert par les muscles. Au final, il est très, très proche de l'extérieur du corps. Donc, et les muscles, en fait, ne sont pas si épais. Quand tu touches ton gland, tu descends sur les côtés. Finalement, la stimulation, elle va être très facile, même par l'extérieur, même des bulbes ou des piliers. Mais donc, c'est à cheval dessus. Et par exemple, lors de la pénétration, le pénis, s'il y a une pénétration avec un pénis, par exemple, le pénis, il va un petit peu comprimer les bulbes. Il va un peu comprimer l'urètre qu'il y a au-dessus. Ça va caresser, moi, ce que j'appelle le cou, le genou, enfin le cou du clitoris. Et vu qu'il y a une contraction par-dessus tout ça, c'est ça qui va donner le plaisir. Donc, effectivement, il n'y a pas que le gland, il y a les parties internes. Et tout ça, c'est hyper bien représenté. Il y a beaucoup de vidéos en 3D. Moi, ce que j'adore, c'est Anatomie 3D Lion. Oui, on l'aime tous, celui-là. J'adore. Et il y a aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, des super vidéos aussi. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Plus vous verrez ce que c'est en vrai, plus vous le repérerez sur vous-même. Et ça, je le dis tous les jours à mes patientes, notamment quand j'essaye de leur apprendre comment respirer. Je leur dis, mais regardez des vidéos de respiration. Où sont vos poumons? C'est quoi votre diaphragme? Comment ça bouge, etc. Parce que moi, je suis kiné, donc mon corps, je le connais d'extérieur à l'intérieur. Je le vois comme en 3D, en radiographie. Et c'est une chance, mais c'est pas pour tout le monde comme ça. Et encore, moi, j'ai mis du temps avant de pouvoir avoir ce recul. Mais voilà, pour pouvoir comprendre, visualiser, regarder, interrogez-vous, lisez, écoutez. Oui, parce qu'on nous a raconté beaucoup de bêtises avec ces histoires de plaisir vaginal, plaisir clitoridien. Bien sûr. Où on a décorrélé les deux, et du coup, les femmes pensent que le plaisir à la pénétration n'a rien à voir avec le clitoris, alors que le clitoris est complètement bien sûr. intégré à tout ça. Je disais et le périnée aussi. C'est ça, ouais. Je disais dans un de mes posts qu'il y a 18,4% de femmes qui ont des orgasmes uniquement avec pénétration. Donc, je veux dire, la majorité, c'est sans pénétration. La majorité des femmes ont du plaisir par l'extérieur du clitoris, pas par la partie... cachée, enfin bref. Et c'est une sexualité aussi. C'est une sexualité, mais complètement. Ce que je disais, c'est que les préliminaires, c'est pas que le début du sexe, c'est le sexe. Enfin, il n'y a pas de préliminaire d'ailleurs, mais les rapports sans pénétration, pour dire le mot plus large, c'est ça le sexe. De toute façon, le sexe, c'est un petit peu tout ce qui tourne autour de ce qui nous donne du plaisir avec le corps, avec le mental. Donc c'est utile de savoir que le clitoris, c'est le seul organe qui est vraiment uniquement à but de plaisir. C'est important pour les femmes qui ont mal, justement, parce qu'on parle de douleur pendant les rapports, mais souvent, on sous-entend des rapports pénétratifs. Oui. Et les femmes ont l'impression de ne pas avoir de sexualité en évitant les rapports pénétratifs. C'est ça. Alors que ça reste une sexualité aussi. Et je pense que c'est important de le savoir et de le dire, pour déculpabiliser peut-être aussi les femmes. C'est vrai. Oui, c'est complètement vrai. Et puis notamment pour le maintien du désir. Parce que quand tu te forces à avoir des rapports, comme j'ai dit tout à l'heure, après ton désir, il tombe dans tes chaussettes. Et bonjour pour réactiver les choses. Et en fait, après, t'évites et tout ça. Mais tu te forces quand même parce que
T'as peur que ton mec te quitte, te trompe, et t'as peur de pas être normal, et tu veux être normal à tout prix, et voilà, c'est... Mais par rapport à ça, moi, j'ai reçu aussi des femmes d'orientation bisexuelle, etc., qui viennent me voir pour des douleurs pendant les rapports. Donc, ça ne concerne pas que les personnes hétéros, ça ne concerne pas que les personnes qui utilisent la pénétration non plus, et ça ne concerne pas que les gens en couple. Parce qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas se soigner parce qu'elles sont célibataires et que ça ne va pas servir à grand-chose. Bah non, les filles, l'idée, c'est de retrouver un corps qui vous convient, un corps avec lequel vous pouvez faire après ce que vous voulez, avoir le choix de faire ce que vous voulez. Et la masturbation, c'est de la sexualité. Bien sûr. Sur ce côté, justement, on a l'impression qu'on est le seul à avoir ce truc-là, que c'est hyper tabou, qu'on a un cas unique et que voilà, c'est hyper honteux. Je voulais revenir sur quelques statistiques qui peuvent peut-être aider celles qui écoutent à se rendre compte que c'est un phénomène qui est énorme, qu'on n'en parle pas, mais qu'en fait, elles ne sont pas du tout anormales ou isolées. 8 à 20% des femmes vont connaître des douleurs vulvaires au cours de leur vie, parmi lesquelles 10% des vulvodynies. Il y a 10 ans d'errance médicale en moyenne. Il y a 2 millions de femmes qui souffrent de cystite. 20% des femmes par an ont des mycoses récidivantes. 6% des femmes ont des dyspareunies. Et on dit même que ça peut être 0 à 20% des femmes. Une femme sur 10 a de l'endométriose, et on sait que l'endométriose induit des douleurs pendant les rapports. Bien sûr. Pour le périnée aussi, à cause parfois de lésions qui peuvent venir un petit peu gêner à la pénétration. Une femme sur 7 a un syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome de congestion pelvienne, c'est assez large aussi, et ça peut aussi induire des douleurs pendant les rapports. Il y a aussi la ménopause qui peut provoquer un syndrome génito-urinaire. Donc en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont concernées. Donc vraiment, n'ayez pas de honte à consulter pour le sujet. C'est un sujet que les soignants qualifiés connaissent. Il n'y a vraiment pas de honte à avoir, et vous n'êtes vraiment pas seul si vous nous écoutez à souffrir de ces problématiques-là. Je pense que c'est important des fois de le rappeler. Ouais. Bah oui. Moi, je reçois beaucoup de jeunes femmes. Alors, je tiens à le dire parce que parfois, on se dit « Ah, mais moi, je suis jeune, pourquoi j'ai ce problème-là ?» Et puis voilà, par exemple, je n'ai pas le souvenir d'avoir des violences, machin... Non, je reçois beaucoup de femmes entre 19 et 30 ans, voire 18 et 30 ans. J'ai aussi quelques femmes en préménopause, ménopause, post-ménopause. Mais la majorité que moi je reçois, alors peut-être c'est parce que c'est moi, je ne sais pas, mais c'est des patientes, des jeunes femmes, quoi. Donc n'ayez pas peur. Si vous êtes jeune et que vous avez ces troubles-là, il ne faut pas rester avec. Si vous pouvez, n'hésitez pas à consulter. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce sujet de la douleur qui existe, même s'il n'y a pas de cause visible. Parce que tu parlais de la vulvodynie, où des fois c'est compliqué de diagnostiquer. Parce que aux examens, ils ne vont rien trouver pour les cystites, les mycoses, tout ça. Est-ce que tu peux expliquer qu'on est légitime à consulter, même quand la douleur n'a pas de cause visible, diagnostiquée, etc., pour que les personnes puissent se sentir un peu plus légitimes à aller chercher une aide sur le sujet? Oui, bien sûr. En gros, donc, typiquement, dans le cas des vulvodynies, la douleur, elle existe en cause physique. C'est une cause notamment nerveuse. En fait, les douleurs, ça peut être différents types. Ça peut être des types de douleurs que l'on ressent comme ça, où on voit la plaie. Mais pour certaines d'autres, on ne les voit pas. Et lorsque cette douleur, elle est due à une lésion de nerfs, on appelle ça une douleur neuropathique. Et ça peut être aussi dû à un dérèglement du système de la douleur. Et là, c'est une douleur nociplastique. Et ça crée une hypersensibilité nerveuse qui n'est pas visible à l'œil nu. Et la vulvodynie, en fait, c'est un peu des deux. Ça peut être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Mais il faut savoir que c'est un problème de nerfs et que les nerfs, c'est microscopique. On ne peut pas voir si on a une douleur à cet endroit-là. Et il ne faut pas s'y méprendre. Donc, il y a des tests comme le swab test ou le test du coton-tige qui permet de diagnostiquer les vulvo-vestibulo-clitoridynies. On pose tout doucement le coton sur les zones douloureuses, et si ça reproduit la douleur, c'est que le test est positif. Si avant, tous les autres examens sont revenus négatifs, d'accord ? Ça, c'est vraiment un test secondaire. Quand on n'a rien d'autre, on fait le swab test, et s'il y a une douleur alors qu'il n'y a rien de visible, c'est potentiellement une vulvodynie. Et voilà, je vous invite à écouter le podcast du médecin de la douleur, de l'épisode 2 d'Ariana Costa-Doura. Et vraiment, la douleur, c'est un sujet qui est complexe. J'espère que j'ai un peu bien expliqué, là. Non, mais carrément. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein d'infos dans le podcast. Et il y a plein aussi de références, pareil, de livres, de BD. C'est ça. Mais aucune douleur n'est normale. Et c'est pas parce qu'elle se voit pas qu'il ne faut pas la prendre en considération. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il n'y a rien et qu'il peut rien faire pour vous, c'est juste qu'en fait, cette personne ne sait pas ou ne connaît pas. Donc voilà, il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus sensibilisées ou plus spécialisées. C'est pas de leur faute si certaines gynécos, certains médecins ne connaissent pas. C'est qu'en fait, ils sont pas formés. Donc après, le problème, il est vraiment dans un sens beaucoup plus large. Et
pointer du doigt les médecins, voilà. Alors certes, les violences obstétricales, moi, je suis absolument... voilà, c'est horrible. Mais par contre, la méconnaissance du fait d'un manque de formation, c'est autre chose. Donc, voilà. Si la personne, elle dit qu'elle ne peut pas vous aider, creusez. Il y a des personnes qui sont qualifiées. Ouais. Oui, voilà, encore une fois, on mettra les ressources. Et ce test du coton-tige, qui le pratique ? Alors, ça peut être pratiqué par les médecins, tout type de médecins, notamment gynéco spécialisés, dermatologues spécialisés. Il y a des personnes spécialisées pour ces problématiques-là, qu'on retrouverait dans les annuaires. Certaines sages-femmes aussi. Les kinés le font. Moi, je ne le fais pas, j'avoue, je laisse ça aux médecins. Mais surtout les professionnels de santé, médecins. J'ai découvert un truc en lisant ton livre, c'est le rôle des dermatos dans ces parcours-là. Oui. Je pense que personne ne l'imagine consulter un dermato pour des douleurs sexuelles pendant les rapports. Oui. Donc je pense que ça vaut peut-être le coup d'en parler rapidement. Oui. Oui, bien sûr. Parce que donc, les dyspareunies peuvent être causées par plein de facteurs. Ça peut être des facteurs infectieux, des IST, des herpès, des chlamydia, et puis mycocystite, la classique, hein, mais... C'est vrai qu'à force d'avoir des douleurs, la peau peut changer. En tout cas, les dermatologues peuvent être amenés à diagnostiquer et vous aider sur ces sujets-là. Mais par contre, oui, non, c'est des dermatologues vulvaires, le mieux. Parce que vraiment, tous les dermatologues ne connaissent pas, encore une fois. Hein, je suis désolée, mais... Non, bien sûr. Mais bon, voilà. Moi, je suis à Paris, donc nous, on a de la chance. On est bien entourés. Hein, il y a pas mal de dermatologues vulvaires spécialisés à Paris, et encore pas mal. Hein. Oui. Sur les doigts de la main. C'est moins un désert médical, surtout. Oui, c'est moins un désert médical qu'ailleurs. Mais en tout cas, exactement, j'ai souvent des patients qui font « Ah bon, les dermatologues ? Ah bon, il y a ça ?» Et oui, ça peut vous aider, notamment quand c'est des douleurs qu'on ne voit pas. Ouais, tu parlais de crèmes aussi, il y a des crèmes spécialisées. C'est ça. La vulvodynie, ça se traite par la rééducation du périnée, bien sûr. On va en parler juste après. Ouais. Mais il y a des traitements, justement, pour la douleur. Parce que si on ne traite pas la douleur, en fait... c'est difficile après d'agir sur quelque chose où on a mal. Il y a des crèmes anesthésiantes, des crèmes à base de lidocaïne. Donc attention, et je le répète souvent quand je fais ce type de podcast, c'est pas le traitement de l'autruche. En gros, c'est vraiment pour désensibiliser l'hypersensibilité. C'est pour aider les nerfs à retrouver une sensibilité normale, à ce que le système de la douleur il revienne à la normale. Donc c'est pas c'est normal et on va anesthésier le truc. Non, c'est que c'est hypersensible. C'est comme le périnée hypertonique. Hyper réactif, quoi. Voilà, il est hypersensible et le nerf, on va lui appliquer la pommade 1 à 2 à 5 fois par jour, en tout cas en général c'est matin et soir, pour désensibiliser. C'est sur 1 à 3 mois. Donc parfois, ces pommades ne fonctionnent pas et à ce moment-là, c'est des antalgiques plus puissants qu'il faut prendre. Et ça fait un petit peu peur parce que ce sont des antidépresseurs ou antiépileptiques à faible dose. Pour information, le Laroxyl, c'est antidépresseur à 75 gouttes. Pour les vulvodynies, c'est de 2 à 20 gouttes. En moyenne, mes patientes prennent une dizaine de gouttes. Et c'est vrai que ça les aide parce que les douleurs neuropathiques, elles peuvent être en fait dans tout le corps. Ça peut être la nuque, les bras, ça peut être même des douleurs neuropathiques d'endométriose. On prescrit ces médicaments-là pour l'endométriose. C'est ce dont on parle dans l'épisode 2, justement. C'est que, et moi, j'ai ce rapport-là aussi avec le mouvement, où quand tu as une douleur chronique de fond, tu as besoin d'abord d'apprendre au système nerveux central à plus surréagir à la douleur parce qu'au bout d'un moment, tu as une hypersensibilisation centrale. C'est ça. C'est-à-dire que le moindre message est perçu comme un danger par le corps qui réagit très très fort avec un message douloureux, même si à la base, le stimuli n'est pas si douloureux que ça ou si intrusif que ça. Et donc, tu as besoin de faire désescalader le système. C'est comme si tu avais une alarme qui était un peu hypersensible, une alarme incendie chez toi qui s'allume dès que tu fais cuire un truc. Du coup, tu as besoin un peu de la reprogrammer pour qu'elle se mette plus en alarme dès qu'il se passe quelque chose avant de pouvoir recommencer à cuisiner, quoi. C'est ça, donc moi, je parle beaucoup de ça par rapport au mouvement, de dire ces traitements médicaux, ils font un peu peur, mais des fois, ils sont super utiles. Oui. Et en collaboration avec d'autres choses, évidemment, c'est pas juste ce traitement-là, en fait. C'est aussi, après, apprendre à bouger en sécurité, c'est se réapproprier son corps, c'est peut-être travailler en hypnose, en TCC, enfin, tout ce qui peut aider. Et là, c'est exactement le même principe, c'est d'aider le corps à désescalader ce système de douleur pour que après, toi, tu puisses intervenir en thérapie manuelle. C'est ça. De toute façon, la douleur n'est pas bonne. Il faut absolument traiter la douleur parce que ça fait un peu disjoncter le cerveau. Et justement, comme tu l'expliquais, ton système d'alarme normal, on va dire que c'était une petite maison. Et là, c'est le système normal pour, le magasin Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, quoi. Donc, on a un système d'alarme énorme. Bref, c'est les médecins de la douleur. C'est important. Ça, c'est pas très connu non plus. Hein. On en parlera peut-être, mais
les algologues, les médecins de la douleur, spécialisés dans les sphères pelviennes quand même, vont vous aider à trouver des traitements adaptés, des traitements qui vont être à bon dosage. N'ayez pas peur de vous faire aider et il faut comprendre pourquoi on prend certains médicaments. Parce que si vous ne comprenez pas, vous n'adhérerez pas au traitement et ça ne marchera pas forcément. Et en plus, de toute façon, vous ne le ferez pas forcément. Donc, par l'un ou par l'autre côté. Et puis en plus, les médicaments qui font peur, antiepileptiques, antidépresseurs, ça fait flipper, quoi. Mais à faible dose, c'est juste des antalgiques puissants. Et pour les vulvodynies qui durent depuis des années, parfois, c'est nécessaire. Et souvent, c'est nécessaire. En ce moment, j'ai pas mal de patientes qui sont obligées de prendre ce type de traitement. Et par contre, après, quand ça soulage ta douleur, quand tu as des douleurs au quotidien, c'est quand même un soulagement. Ouais. Mais oui, il faut que ce soit bien dosé. Exactement. Et peut-être qu'après, on peut parler de toi, comment tu travailles après en kiné. Oui, tout à fait. Moi, en kiné, donc j'accueille, je fais un bilan où déjà, j'écoute la patiente, je légitime sa plainte, ça c'est normal, de la rassurer aussi sur le fait qu'il y ait des solutions. Ça, c'est vraiment un bilan où moi, je ne fais pas d'examen du périnée. L'examen du périnée, moi, dans mes séances, il vient qu'au 3e rendez-vous parce que déjà, j'ai envie qu'elle me connaisse un petit peu mieux, j'ai envie qu'elle soit un petit peu plus en confiance et qu'elle comprenne pourquoi elles sont là et qu'elle comprenne un petit peu mieux leur corps. Donc moi, le 2e séance, il est uniquement sur de l'éducation anatomique, thérapeutique. Je leur explique ce que c'est que leur périnée, le rapport avec l'excitation, ce que c'est que le désir et la fonction de leurs organes, quoi, où c'est placé. J'ai un petit modèle de périnée 3D. Voilà, déjà, ça les aide énormément de voir les choses. Donc après, souvent, quand je leur demande au bout de 10 séances, elles ne se souviennent plus très bien. Il y en a qui se reconnaîtront. Mais il y a quelques bases que je rappelle. Ce modèle, je l'ai toujours avec moi, donc ça les aide. Et ensuite, la rééducation, ça consiste donc en un bilan du périnée. C'est un bilan un peu superficiel quand même. Enfin, moi, je vais pas directement en intravaginal. Le périnée, ça reste quand même... Les premières fibres musculaires sont assez superficielles. Donc, je teste l'entrée, je teste un petit peu les côtés, pas forcément sur la vulve. Je leur demande ce que c'est pour elles, contracter, relâcher leurs muscles. Donc, à partir de là, on peut aussi voir s'il y a de l'hypertonie ou pas. Si tu arrives à serrer et que c'est bien mobile, c'est que ton périnée, ça va, il est OK. C'est surtout la douleur qui peut être problématique. Mais si ton périnée, tu n'arrives pas à le serrer, que c'est un petit peu compliqué ou bien juste, en fait, tu ne le conscientises pas, là, on va réapprendre tout ça. Et il y a un énorme travail sur la respiration, la décontraction globale. Au début, je fais beaucoup de touchés qui ne sont pas forcément sur l'entrée du vagin. J'alterne parce que si les personnes, elles sont tout le temps en train de craindre la douleur, elles n'arrivent pas à se détendre. Donc, les 5 premiers rendez-vous, je fais pas mal d'allers-retours, entrée du vagin, sur le côté. Et on fait la respiration, on apprend à contracter et relâcher le périnée. C'est pas parce qu'on a besoin de détendre qu'il faut pas savoir contracter. La contraction n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise si elle est inconsciente et si elle est involontaire. Donc on fait des serrés relâchés, j'apprends à détendre, je guide avec le doigt. On va pas modeler le vagin ni modeler le périnée, on apprend uniquement à décontracter. Moi, je guide la détente volontaire. Je leur explique tout ce que je fais, je leur explique dans quel sens ça doit aller. Et c'est aussi pour ça que ça prend du temps, parce que c'est pas facile à comprendre toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure, on arrive à insérer un doigt sans douleur du tout, parce que c'est pas censé prendre de la place à l'intérieur, c'est pas censé gêner. Parce qu'après, quand ça doit bouger, moi, je fais pas de mouvement, évidemment, en séance, mais je veux dire, lors des rapports, avec pénétration, où il y a des va-et-vient. Donc, imaginez ce que vous rentrez à l'intérieur de vous, ça prend de l'espace. Et typiquement, par exemple, les tampons. Si vous n'arrivez pas à insérer le tampon, ou si vous l'insérez et qu'il prend de la place dans votre vagin, c'est soit qu'il est mal placé, soit que c'est trop serré à l'intérieur. Et souvent, c'est le cas des personnes qui, quand elles retirent leur tampon, elles ont mal, ou elles ont plus de mal à le retirer que parfois à l'insérer. Enfin bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a aussi ce mythe de « j'ai un vagin qui est trop petit ». C'est ça. C'est jamais un problème de vagin, sauf autour de la ménopause, parce qu'il y a une chute des hormones, des oestrogènes, et il y a pu avoir de l'atrophie, de la sécheresse vaginale. Mais c'est rare qu'il y ait de la sécheresse vaginale quand on est plus jeune. Souvent, c'est que c'est trop tendu, donc de toute façon, le vagin, il va avoir du mal à se lubrifier parce que tout est comprimé, quoi. Et autrement... je sais plus ce que je voulais dire. Mais... Non, tu parlais de ce que tu faisais en rééducation et c'était très intéressant parce que tu travailles beaucoup sur la respiration les premières séances. Oui. Et je pense que ça va faire sourire mes élèves et mes consultantes parce que je suis psychorigide sur la respiration. Je passe énormément de temps à travailler la respiration. Ouais, c'est hyper important. Dans le cadre des douleurs pelviennes, je l'applique beaucoup, 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 beaucoup et des fois les gens sont surpris
que je passe autant de temps sur de la respiration, en disant, parce qu'on a des douleurs de bassin et on passe notre temps à respirer, à travailler le diaphragme, la cage thoracique. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est perdue. Et donc, je trouve ça intéressant que tu en parles aussi. Et je pense que ça les fera sourire. Donc, comme ça, elles pourront voir que je ne suis pas complètement barjo. Ah non, moi, je suis pareil que toi. C'est très contemplatif en séance. Allez, on inspire par le nez, on expire par la bouche. On sent ses côtes, son bas-ventre, machin. Parce qu'en fait, déjà, pour revenir sur le périnée et la respiration, le périnée, il bouge avec votre respiration toute la journée. Quand vous inspirez, le périnée s'abaisse et se décontracte. Ça, c'est quelque chose à retenir. Quand on inspire, le corps il se remplit d'air. Il y a un mouvement qui va du haut vers le bas. Ça se détend à l'inspiration. Si on veut serrer, on peut serrer plutôt sur une expire. Mais retenez que c'est ça, parce que très souvent, moi, je pose la question au départ et je fais alors, sur quel moment de votre respiration votre périnée se décontracte ? Sur l'expiration. Non, mais je fais exprès. Tout le monde répond ça. Mais du coup, après, j'explique pour qu'elles retiennent. Et parfois, encore une fois, c'est pas simple. Au bout d'une dizaine de séances... elle se trompe encore. Et parce que quand on a un périnée hypertonique ou des tensions, on va respirer de manière inversée. On va respirer en inspirant vers le haut du corps, alors qu'en fait, quand on inspire, le ventre, il doit se détendre et se gonfler. Et donc, le périnée se détend, puisque périnée et ventre, c'est un petit peu des muscles qui servent à la même chose, au soutien. Périnée tendu, ventre tendu, périnée tendu. Enfin bref, les deux sont liés. Donc, la respiration, elle a un énorme rôle à jouer dans tout ça. Et ça fait partie énorme de la rééducation que je fais. Et donc, tu disais, on en parlait avant, que c'est des suivis qui prenaient quand même du temps. Ça se fait pas en 5 séances, mais on voit que c'est vraiment progressif, qu'on commence par de la respiration, de la conscience corporelle aussi beaucoup, de la réappropriation de son anatomie, de sa découverte. Et je sais que tu travailles aussi beaucoup en pluridisciplinaire, on en a parlé un petit peu, les médecins de la douleur, les dermatos. Et après, on parle aussi beaucoup de reprogrammation neuromusculaire. Comment ça se passe ? En quoi ça consiste ? La reprogrammation neuromusculaire, c'est un peu comment réapprendre au corps à bouger ou à réagir autrement, notamment quand il a pris des mauvaises habitudes ou quand un muscle ou un mouvement, il ne fonctionne plus comme il faut. Donc, c'est reprogrammer, par exemple, ton périnée à se décontracter, à ne pas anticiper le contact. C'est tout un rapport de réapprentissage et le mouvement, ça se réapprend. Donc, c'est le principe de la rééducation. Ton coude, il est dans un plâtre pendant des mois. Tu le reprogrammes à bouger, tu le reprogrammes à tendre, à se plier, etc. Ton périnée, c'est pareil. Déjà, le périnée, c'est quelque chose qui fonctionne totalement inconsciemment. On éternue, il serre. On tousse, il serre. On va aux toilettes, on relâche, on s'en rend pas compte parce que j'espère que vous relâchez aux toilettes et que vous ne poussez pas. Petite parenthèse. Mais, vous avez un petit tabouret pour surélever aussi, idéalement, dans le luxe. Yes, mais on ne pousse pas, on relâche. Hein. Et voilà, en tout cas, le périnée aussi, ça se reprogramme dans son mouvement. Encore une fois, un muscle, ça doit être efficace, aussi bien dans sa tonicité que dans sa souplesse. Hein. Vous voyez, des sportifs de haut niveau, je voyais encore, je ne sais plus quand, Djokovic, ok, il est hyper tonique et tout, mais il faisait le grand écart. Donc, un muscle, c'est dans sa souplesse qu'il peut se contracter. S'il est déjà trop tendu, il n'arrive pas. Non, mais c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que du coup, ce travail de réapprendre au corps à faire différemment, on le trouve beaucoup aussi de parler avec mon métier, où tu réapprends au corps à faire des choses qu'il n'est plus habitué à faire, à remettre du mouvement à des zones qui sont plus habituées à bouger, parce qu'il y a des parties du corps qu'on n'utilise plus quand il y a de la douleur. Bien sûr. On ne sait plus les repérer, on ne sait plus avoir de sensations, donc de remettre des sensations, de remettre du mouvement, ça fait partie du travail aussi thérapeutique. Bien sûr. Qui a lieu en kiné, qui a lieu via du mouvement, la respiration. De la respiration. Il y a aussi parfois des suivis en psychothérapie qui peuvent être intéressants. Pas comme les autres médecins qu'on voit en psychiatrie, hein, comme on parlait dans les statistiques, mais c'est vrai qu'il y a des retentissements psychologiques forts à la douleur. Bien sûr. Surtout quand ça a un impact aussi fort sur la sexualité, sur l'intimité. Donc parfois, vraiment, cette prise en soin, elle est vraiment pluridisciplinaire. Il ne faut pas hésiter à trouver l'équipe qui nous convient aussi. Exactement. Et les approches qui nous conviennent, des trucs qui nous parlent plus ou moins. Hein. Franchement, en tant qu'individu, on peut choisir d'aller vers tel ou tel type d'approche. Mais je sais qu'il y a quand même des retentissements psychologiques qui sont forts sur la douleur. Et ça peut faire partie aussi des protocoles de soins. Et ça peut aussi aider après sur l'aspect corporel. Et inversement, l'aspect corporel peut aider sur la partie psychologique. On en parlait... on n'enregistrait pas, c'est dommage, mais on en parlait juste avant d'enregistrer le podcast, que c'est compliqué de dissocier le corps et l'esprit, en fait, dans ces thématiques-là. Bien sûr. Et puis, peu importe lequel on commence,
l'un peut aider à aller vers l'autre et l'autre peut aider à aller vers l'un. Parfois, j'ai des personnes qui viennent, qui ont fait d'abord de la psychothérapie ou de la sexothérapie. Il y en a qui viennent d'abord me voir et au bout d'un certain nombre de séances, entre guillemets, vont voir les sexothérapeutes qui peuvent les aider. Les deux sont liés. De toute façon, la santé mentale est liée à votre santé intime. Si vous n'êtes pas disponible émotionnellement, si vous êtes tout le temps trop tendu, préoccupé par des problèmes familiaux, préoccupé par votre travail, etc., où vous voulez trouver le désir dans tout ça? Franchement, j'ai lu le super livre de Margot Thérault, La Malbaise, qui vient de sortir. Franchement, je l'ai adoré. Elle explique très bien tout ça. Voilà, on trouve où le désir quand on a une charge mentale tellement élevée? Je ne parle même pas des mamans, mais même mes petites patientes qui sont dans leurs études, elles ont une charge mentale énorme. Tout ce qui se passe dans leur tête, c'est ça. Elles se mettent la pression parce que voilà, on a des personnes qui sont souvent perfectionnistes, qui veulent tout contrôler, qui veulent être parfaites sur tous les points, mais on ne peut pas être parfait sur tous les points. Et je me dis ça à moi-même, parce que moi-même, je suis très perfectionniste. Moi, je ne dirais pas qu'en ce moment, je suis épuisée non plus. Mais en tout cas, juste pour revenir sur le parcours de soins, sachez que dans l'idée, il vous faut trouver un médecin qui vous diagnostique, qui vous donne un traitement de la douleur si vous en avez besoin. Ensuite, un traitement corporel par des sages-femmes ou des kinés spécialisés. Il y a aussi des ostéopathes qui sont très, très utiles, qui complémentent notre travail. Et ensuite, tout ce qui est psychothérapie, sexothérapie, pour essayer de retrouver une sexualité qui vous convient, pouvoir communiquer avec votre partenaire, l'intégrer dans tout ça. Tout s'entremêle. Et moi, je trouve que c'est bien d'avoir au moins un peu des trois. Et encore une fois, je sais que c'est pas facile parce que parfois, c'est souvent des traitements qui sont longs et qui coûtent cher, mais sachez que c'est le parcours de soins et comme ça, vous aurez une petite idée de par quoi commencer. Oui, exactement. Puis après, s'orienter, faire des choix, prioriser. Exactement. Après, il y a aussi des choses qu'on peut faire. L'exercice de respiration, on peut les faire à la maison. Ouais. La cohérence cardiaque. Il y a plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison aussi qui peuvent aider, des automassages, il y a des tutos, il y a plein de trucs maintenant qui existent. C'est pas forcément la chose la plus accessible immédiatement, mais en tout cas... Non, mais tu sais, même masser le ventre, moi, je leur recommande souvent de masser leur ventre parce que ça les aide énormément à se décontracter le périnée, parce que si tu as un ventre tout comprimé, tout tendu, en fait, les abdominaux, surtout les transverses, les muscles de la sangle abdominale, s'ils sont contractés, c'est les muscles du côté du ventre. Ils travaillent ensemble, périnée et transverse. Ensemble, exactement. C'est pour ça que souvent, on a des sportives, encore une fois, qui peuvent avoir des troubles du périnée, parce qu'elles sont tout le temps trop tendues. Genre, typiquement, les danseuses classiques, qui sont en gainage tout le temps. Les filles qui font de la gym, qui en ont fait pendant 10 ans, même qui ont arrêté, elles ont cette habitude, cette posture. La posture, c'est aussi quelque chose que je travaille avec mes patientes. Je leur montre comment se tenir, comment pas se tenir, et aussi de pas tout le temps trop tendre et des fois relâcher. Enfin, voilà, c'est un grand monde. Mais... Et puis c'est vrai que le massage, c'est aussi un moyen de se réapproprier son corps, d'être dans ses sensations. C'est ça. Et je pense que tout ce qui va permettre d'être dans ses sensations corporelles et dans son corps et de le se réapproprier, c'est quelque chose qui est bénéfique. Bien sûr, de redonner du plaisir à se toucher. Il y a des femmes, c'est de la danse, des femmes, ce sera le yoga, il y a des femmes, c'est la pole dance. Enfin, il y a plein de trucs, en fait. Et ça fait pas partie de la thérapie en tant que telle, mais en vrai, c'est aussi thérapeutique de pouvoir trouver des pratiques corporelles dans lesquelles on peut explorer son corps et ses sensations. Et se redonner confiance en soi. Parce que l'estime de soi, la confiance en soi, ce sont aussi des piliers de la manière dont vous allez interagir avec votre intimité. Donc, la danse, le théâtre, plein de choses. Le chant, peu importe. En vrai, la course à pied, le sport, vous choisissez, mais faites-vous du bien, faites-vous des compliments, des affirmations positives. Moi, j'y crois trop. Le cerveau, il croit que ce qu'on lui dit. Donc, si vous dites que vous êtes nul toute la journée, il va se dire « Oh, je suis nul ». Par contre, si vous dites « Je vais passer une journée merveilleuse, je suis géniale, je suis forte, je suis intelligente », voilà. Le cerveau, il va prendre ça très positivement et ça va l'empêcher de ruminer, parce que les ruminations et les pensées parasites, c'est le pire pour tout le monde et surtout pour aussi les patientes que je suis, par exemple. Et donc, du coup, la grande question qui revient beaucoup et qui concerne pas mal de personnes, est-ce qu'on peut retrouver une sexualité sans douleur ? Alors, bien sûr, et heureusement. Le plus dur, en fait, au départ, c'est surtout l'acceptation du problème et de faire confiance aux soignants. Parce qu'après plusieurs échecs thérapeutiques, les patientes, elles ont souvent du mal à y croire et elles ont peur de consulter par peur d'être jugées ou maltraitées. Donc voilà, ensuite j'insiste, c'est aussi une prise en charge pluridisciplinaire. Et ce que je disais, c'était qu'il y a besoin d'un traitement médical adapté,
d'un accompagnement en rééducation et de consultations en sexothérapie, car ces douleurs ont des conséquences irrémédiables sur la sexualité. Et les sexologues, c'est bien évidemment la clé de voûte de ces traitements. Moi, je travaille avec beaucoup de sexologues, des personnes que j'admire, des personnes que je trouve hyper pédagogues, compétentes, qui peuvent vous aider. Vous savez, quand vous allez voir des professionnels de la santé mentale, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le deep tout de suite. Vous pouvez déjà... Sur 3 générations. Vous pouvez déjà parler de ce dont vous avez envie, ce qui vous met à l'aise, de jauger un peu l'autre. Mais par contre, essayez d'y retourner 1 fois ou 2 pour voir ce que ça peut vous apporter, parce que parfois, la première fois, c'est pas forcément la plus utile. Oui, c'est ça, c'est pas là où la personne va vous donner le plus de conseils. Hein. Et on fera un épisode avec une sexo à la rentrée aussi pour découvrir un peu ce métier, ce que ça peut apporter dans le parcours de soins. Oui, je vais conseiller des noms. Trop bien. Mais voilà, en tout cas, je voulais dire que l'enjeu, il reste aussi économique, car tous ces soins, ça coûte très cher et c'est peu remboursé. On en revient à l'importance de la santé sexuelle, qui fait partie du bien-être de la personne et de sa santé globale. Ça mérite vraiment toute notre attention. Et la définition d'ailleurs de la santé sexuelle, c'est que c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité, qui ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. Elle a besoin d'une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, et la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité et sans contrainte, discrimination ou violence. Eh ben, on souhaite ça à tout le monde. Oui, j'espère aussi. Très très fort. Très très fort. Je pense que ça va être le mot de la fin, parce que je pense que c'est très bien comme ça. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite à chacune des femmes qui nous écoutent. J'espère que j'ai rien oublié, que j'ai dit le plus important. En tout cas, vous pouvez retrouver plein d'infos sur mon compte, dans mon livre et sur le site internet. Ouais, on va vous mettre plein de ressources pour compléter, que vous puissiez compléter vos recherches, creuser les sujets qui vous intéressent. Si vous avez envoyé des questions, envoyez des questions. En tout cas, je voulais vraiment te remercier, Chloé, pour ta participation. Avec plaisir. Je trouve que c'était important de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Exactement. Maintenant, vous taperez sur Google dyspareunie ou vulvodynie et pas douleur pendant les rapports. Uniquement, oui. Derrière ces termes encore trop méconnus se cachent vraiment des réalités vécues par des millions de femmes. Je vous le rappelle, vous n'êtes vraiment pas seuls. Souvent, c'est dans le silence, la solitude ou l'incompréhension, mais je vous rassure, c'est jamais dans votre tête. C'est pas normal d'avoir mal. Et oui, il y a des solutions qui existent, on en a parlé aujourd'hui. Grâce à une meilleure compréhension de votre corps, à des accompagnements pluridisciplinaires et à une parole libérée, il est possible de retrouver une sexualité épanouie et sans douleur, promis. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul, parlez-en à un ou une professionnelle de santé, à une association, à une amie de confiance, car chaque douleur exprimée est une première étape vers le soin. On l'a dit, c'est vraiment le premier pas. Cet épisode a été enregistré à la Cité Audacieuse dans le studio La Poudre, un lieu engagé tout comme ce podcast pour faire entendre la voix des femmes et leur santé. Vous retrouverez en légende de l'épisode de nombreuses ressources, références et contacts pour aller plus loin, vous informer, vous faire accompagner. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des étoiles, de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui donne de la visibilité à ce podcast et qui permet à d'autres femmes de découvrir ces informations essentielles. Merci pour votre écoute et comme toujours, prenez soin de vous, de votre corps et surtout, aimez votre vulve. À très vite dans So Over It.